Bonjour à tous. Bonjour Russie. Bonjour. Bonjour Pasteur Timothée. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bonjour Clémentine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous avoir tous les trois et particulièrement Clémentine. Ça fait plaisir en tout cas de t'avoir pour voilà, une deuxième fois, une deuxième session. Est-ce que tu peux peut-être te présenter Clémentine rapidement pour que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent davantage, quoi. Oui, voilà, je m'appelle Clémentine Ingabire, je suis psychologue clinicienne et je suis psychothérapeute infanto-juvénile et systémique, c'est-à-dire que je me suis spécialisée dans la thérapie des enfants, des adolescents et des familles. Je fais les entretiens en individuel, en thérapie individuelle ou en thérapie systémique, donc de famille. Et j'ai mon cabinet qui est sur la Ken. Bientôt, mon site va sortir. Il n'est pas encore prêt, mais il est en travail. Et voilà, et en construction. Donc, je suis aussi, je fais partie d'une association des psychologues chrétiens qui s'appelle la Houlette Psy, qui travaille ici en Belgique, côté francophone. Ok, super. Alors, bienvenue Clémentine. Et Merci. on va partager sur un FAQ particulièrement présent, en tout cas dans notre société, sur la pornographie. C'est un sujet qui est tabou, mais pourtant qui est tellement présent dans notre société. Et on a l'impression d'ailleurs que c'est à la mode, que la nudité se voit partout. On le voit d'ailleurs avec comment dire, les Oscars là, qu'on a vu ce week-end où une femme nue se met sur scène. Et j'ai trouvé ça choquant. Et en plus que les médias, sans flouter, montrent cela, moi, j'ai dû réagir vite par rapport à mes enfants. Donc, la nudité est assez présente rapidement dans cette société, mais aussi la pornographie. Il y a un accès libre sur Internet. Il y a des films qui tournent de plus en plus là-dessus, qu'on retrouve facilement sur les différentes plateformes. Et donc, il y a un danger au niveau de la pornographie, ce qui est beaucoup plus destructeur que l'on ne pense. D'ailleurs, je vais demander à Russie peut-être de partager un peu ton expérience par rapport à cela. Oui, oui, tout à fait. Je suis bien placé pour partager, malheureusement ou heureusement, sur ce sujet parce qu'effectivement, la pornographie est vraiment destructrice et j'y étais exposé énormément, en fait, depuis que je suis jeune. J'ai même, à un moment donné, travaillé pour une société, un hébergeur de sites pornographiques j'étais, on peut dire même, baigné dedans complètement, en fait. Par exemple, le travail de mon collègue qui était assis à côté de moi, c'était de regarder des images pornographiques. Tout ce qu'il faisait pour son travail, c'était ça. Et puis 9-5, il faisait ça et puis il rentrait à la maison auprès de sa femme et ses enfants. Donc, pour dire ô combien ces choses étaient normalisées, en fait, dans notre société. Et pourtant, là, j'étais évidemment pas chrétien, mais aujourd'hui, je suis chrétien et je suis libéré de cela. Je ne regarde plus. Et franchement, je veux dire au début vraiment qu'il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Il y a moyen de s'en sortir et d'arrêter cela et l'impact destructeur qui va avec. Donc, suivez-nous attentivement. On va regarder ça forcément attentivement. Pour commencer, justement, Timothée, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que la pornographie ? Oui, je crois que c'est important pour ce sujet de bien savoir de quoi nous parlons. Donc, quelques définitions, mais aussi quelques chiffres. Et donc, pour revenir à l'étymologie, pornographie, ça vient de deux mots grecs, pornei, qui veut dire prostitution, et graphein, qui veut dire écrire. Et donc, c'est comme une description au départ de la prostitution. Si on veut avoir une définition commune, une définition que l'on trouve dans le dictionnaire, le Petit Robert définit la pornographie comme la représentation par écrit, dessin, peinture, photographie de choses obscènes destinées à être communiquées au public. Et rappelle aussi que la pornographie renvoie au départ à la prostitution. On pourrait croire, comme on dit, que ça c'est
quelque chose d'assez marginal, mais c'est absolument pas le cas. C'est quelque chose qui est très implanté et qui s'est encore plus développé avec finalement le développement des nouvelles technologies. Avant, la pornographie, c'était quelque chose de caché finalement, où on devait aller acheter des revues chez le libraire un petit peu sous le manteau ou quoi que ce soit, mais maintenant l'accès est de plus en plus libre. Pour donner quelques chiffres, par exemple en 2015, le revenu global de la pornographie s'élevait à 99 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce que c'est, mais 99 milliards de dollars. Et que ce soit des images photographiques, mais ou que ce soit, par exemple, de la publication pour des agences d'escorte, du tourisme sexuel, des salons de massage ou des choses comme ça. Tout le revenu global, c'est presque 100 milliards de dollars en 2015. Pour aller encore un petit peu plus loin, en 2019, le site le plus connu ou le plus populaire par rapport à ça a reçu 45 milliards de visites, c'est-à-dire 115 millions de visites par jour. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte de ce que c'est, mais ça dépasse finalement beaucoup de vues et même plus que certains sites de streaming actuellement. À l'échelle mondiale, et ça c'est très choquant comme chiffre, mais à l'échelle mondiale, il y a 27% de vidéos qui sont visionnées sur Internet qui c'est du contenu pornographique. Un quart. C'est-à-dire qu'une personne sur 4 actuellement qui est en train de regarder des vidéos sur Internet, c'est du contenu pornographique. Dans le monde. C'est assez incroyable de se rendre compte de cela et d'imaginer cela, parce que c'est quelque chose de commun. Chacun d'entre nous regardons des vidéos sur Internet, sur Facebook ou quoi que ce soit, mais une personne sur 4, un quart du contenu visionné, c'est du contenu pornographique. Et tout ça, quelques chiffres simplement pour replacer les choses dans leur contexte et pour dire que c'est quelque chose qui n'est pas marginal, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui. Et il faut se dire aussi que depuis le confinement, le nombre de visites a augmenté énormément. Et donc, ça va aussi dans le mauvais sens. Et donc, on comprend forcément que, surtout durant cette période, que l'industrie de la pornographie est en plein essor et qu'il y a aussi un grand jeu économique derrière tout cela. Forcément, il y a de l'argent qui est gagné. Et outre cet aspect économique, beaucoup peuvent se dire, ben, écoute, c'est à la mode, tout le monde regarde, ça permet de découvrir des actes sexuels, ça procure du plaisir. Où est le mal dans tout ça? Et on peut comprendre les dangers des sites pornographiques pour des enfants, mais on peut se dire, voilà, nous, en tant qu'adultes, on arrive à prendre les distances, etc. Russie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'en disent les experts avant de laisser la parole à Clémentine? Oui, Clémentine, je suis très contente content que tu sois avec nous. Voilà. Donc, parole d'expert, je vais dire. D'abord, moi, je pense que ça, c'est dangereux pour tout le monde, pour l'avoir expérimenté, pour avoir vu. Le plus de danger, je trouve, il y a pour les femmes et les filles qui se retrouvent dans cette industrie, en fait, parce que il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles s'y retrouvent, mais une des plus importantes peut-être, c'est le trafic d'êtres humains. Et malheureusement, c'est là où c'est plus dangereux. Les filles dans des situations fragiles sont prises dedans, sont maltraitées, sont rendues accro à la drogue et voilà, subissent des choses terribles pour qu'elles soient soumises à ça pour faire cela. Et donc ça, c'est vraiment le plus gros des dangers, clairement. Et il y en a beaucoup, vraiment. Donc, c'est possible que quand on regarde une film pornographique, il y a les filles qui ont dû subir ça, et ça, c'est horrible, malheureusement. Et donc, en regardant, je voudrais vraiment dire qu'en regardant, on renforce cela. Ce trafic d'êtres humains n'existerait presque pas du tout si personne ne regardait la pornographie, en fait. Mais bon, c'est dangereux aussi pour ceux qui consomment.
c'est parce que c'est un mirage, c'est une illusion. Donc, on s'imagine des choses, mais la réalité, ça nous rattrape très vite. Donc, une parole d'expert que je vais vous lire, c'est que cela renforce le côté dépressif de l'individu. Ça n'a jamais participé de faire grandir des choses dans son cheminement sexuel personnel. La pornographie, ça ne fait pas grandir ni pour les adolescents, ni pour les adultes. Et pour les enfants, bah, c'est encore terrible. Pour en avoir parlé avec quelqu'un qui a été exposé énormément à la pornographie depuis son tout jeune âge, franchement, ça a un impact dévastateur dans sa sexualité. Et d'ailleurs, la Chambre des représentants de Floride a voté en janvier 2018 une résolution qui catégorise la pornographie comme étant danger pour la santé publique. Et des sexologues et d'autres disent que ça fait de la déshumanisation systémique de toutes les femmes. Et ça préserve la suprématie des vrais hommes, comme si c'était le cas. Voilà. Il y a beaucoup d'associations en fait qui se lèvent par rapport à ça, qui montrent le danger de cela. Ça montre que voilà, on utilise la femme comme un objet et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Clémentine, comme c'est aussi ton métier, est-ce que tu peux nous dire quels sont les dangers de la pornographie? Oui, en fait, j'ai essayé de regarder les revues scientifiques pour me mettre à jour sur ce qu'on a trouvé comme danger, et donc scientifiquement. Et il y a plusieurs dangers. Premièrement, on parle du fait que ça crée chez la personne qui regarde ce qu'on appelle une déviance sexuelle. C'est-à-dire que les comportements sexuels de la personne vont être changés petit à petit. C'est vraiment parce que la personne regarde, ça va changer sa façon de considérer la sexualité, de penser à la sexualité. Et finalement, petit à petit, elle va adopter des pratiques qu'avant, elle ne pouvait pas adopter ou même qu'avant, elle pouvait rejeter. Mais comme elle regarde tout le temps, voilà, petit à petit, ça entre et petit à petit, elle intègre cela dans sa pratique. Donc, même avant d'aller trop loin, j'aimerais dire aussi, les femmes et les hommes regardent aussi. Hein. Ce n'est pas vraiment seulement les hommes. Il y a aussi des femmes qui sont accros à la pornographie. Deuxième danger, on parle de la perpétration sexuelle ou les infractions sexuelles. C'est-à-dire que les personnes qui sont exposées à la pornographie vont, comme elles regardent de l'agressivité dans la pornographie, elles vont commencer aussi à accepter cela et à trouver ça comme normal. Et donc, l'agressivité sexuelle pour ces personnes, c'est quelque chose de normal. L'hostilité sexuelle, elles vont trouver que ça va, on peut être hostile. Les comportements sexuels violents. Et même, hier, je lisais un article où on dit qu'il y a, aux États-Unis, bien sûr, c'est là où il y a beaucoup d'études, là où on installait des magasins, je dirais, de pornographie dans une communauté, on voyait que la criminologie augmentait, vraiment, dans la communauté. Et que la criminologie qui augmentait de toutes parts, et pas seulement une criminologie sexuelle, mais aussi les vols et tout ça, que ça augmentait, on voyait, c'est les personnes qui fréquentaient ces lieux qui commettaient beaucoup de délits. Donc vraiment, ça amène à accepter l'agressivité au niveau sexuel. Aussi, troisième danger, les attitudes concernant les relations intimes. Si ce sont des personnes qui sont dans les couples, qui sont mariées, parce que ça existe aussi, qui consomment et qui sont mariées, alors qu'est-ce qui va se passer? Elles vont commencer à trouver normal la dominance, voilà, ou la soumission. Donc, tout ce qui est sadomasochisme, elles peuvent même arriver à commencer à proposer à leur conjoint de faire ça. Et donc, la façon de courtiser aussi va changer, va être entachée. On va développer des stéréotypes sexuels. Donc, c'est ça, je pense que aussi disait les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Et vraiment, ça va affecter toute cette attitude sexuelle et le comportement même sexuel. Et des personnes vont commencer à voir des femmes, en général des femmes, comme des objets. Mais il y a aussi une partie de la pornographie qui est purement homosexuelle.
Et donc, ça peut-être que plus tard aussi, on verra qu'avec des études qui vont être faites, qu'aussi ils vont considérer des hommes comme des objets aussi. Donc voilà, ça vient distordre la réalité sexuelle. Et ça, c'est un grand danger. Et les conjoints le vivent vraiment très mal. Encore, un autre danger, la croyance au mythe du viol. C'est-à-dire quoi le mythe du viol? Le fait qu'on se dit oh, les femmes, c'est elles qui ont voulu, elles peuvent arrêter si elles veulent, ou elles y prennent plaisir, donc c'est quelque chose à faire. Voilà. Ce mythe va se développer chez ces personnes-là. Et on a fait une étude avec des étudiants universitaires. On a demandé à ceux qui regardaient la pornographie, et on leur a posé des questions. Si vous voyez une fille qui se fait agresser, est-ce que vous allez intervenir? Elle est de dire oh non, non. Et donc, on voit qu'ils ne veulent pas du tout aider ou intervenir. Et alors, ils ont plus tendance à commettre des viols, vraiment. Ils trouvent ça normal parce qu'il y a ce mensonge qui leur dit que les femmes, ils prennent plaisir. Il y a des vidéos qui montrent des femmes qui prennent plaisir, mais peut-être on les a obligées de simuler, et voilà. Et les gens vont penser, ah oui, elles aiment bien ça. Donc, elles vont commencer à le faire. Et donc, on va alors croire que le viol, c'est quelque chose de normal, même que les personnes qui commettent des viols sont des personnes normales, c'est les femmes qui le cherchent, c'est les femmes qui veulent et qui en prennent plaisir. Et puis, il y a une tendance à l'insatisfaction sexuelle chez les personnes. Donc, c'est-à-dire que la personne qui regarde la pornographie, elle va se désintéresser de la sexualité, je dirais, dans le cadre du couple. Petit à petit, ils vont se désintéresser de leurs épouses, de leurs époux, ou ils voudraient que les époux ou les épouses pratiquent certaines pratiques qu'on a vues dans les vidéos. Et si l'époux ou l'épouse ne veut pas, alors la personne n'est plus satisfaite et donc elle va commencer à se désintéresser et à se satisfaire seulement de la pornographie ou même à aller dans l'infidélité. Donc, parce que l'autre ne veut pas, je vais chercher des personnes qui peuvent accepter les pratiques que j'ai intégrées. Et voilà, donc ça pousse vraiment à l'infidélité. Et puis, il y a alors finalement le bien-être psychologique qui est vraiment entaché. Je pense, Roussi en a parlé, plusieurs articles montrent qu'il y a un vécu de honte et de culpabilité. Et on a des sentiments négatifs par rapport à soi, par rapport à ce qu'on vit. Et donc, ça augmente la dépression chez les personnes qui regardent. Et voilà, et on dit qu'il y en a même plus chez les personnes qui regardent la pornographie que dans la population tout venante. Donc, voilà. OK. Et tu parlais tout à l'heure, Clémentine, de couple, mais je pense que chez les célibataires, finalement, l'approche d'une femme est plus compliquée si la personne célibataire est assujettie à la pornographie, non? Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Le problème, c'est que ce que la personne regarde va lui donner une perception de la sexualité et une perception du conjoint qui va dans le sens de ce que la pornographie lui montre. Et donc, ça va compliquer, c'est-à-dire ce sont des personnes, même ça arrive souvent, on peut trouver ça même en thérapie, des personnes qui se disent, quand on s'est marié, moi je ne pensais pas que mon conjoint allait me demander de faire ceci ou cela. Et donc voilà, ça vient vraiment entacher cette perception. Et on entre dans la vie de couple, ça n'empêche pas qu'ils se marient, ils peuvent se marier, mais ils entrent dans la vie de couple avec une perception donnée de la sexualité, ce qui peut vraiment compliquer le vécu. Juste pour compléter ce que tu dis, Clémentine, j'ai lu des statistiques qui disaient que je pense que c'était 85% des jeunes de moins de 18 ans avaient été en contact avec un contenu pornographique au cours de leur vie, au moins une fois. 85%. Et c'est aussi pour souligner cette importance de dire que malheureusement, parfois l'éducation sexuelle se fait à travers ce contenu pornographique. Et ça, c'est terrible parce que le contenu pornographique, c'est un mensonge. Et il y avait une autre étude qui avait été faite disant que je pense 75% des personnes après leur première relation sexuelle étaient déçues parce que ça ne se passait pas comme dans les films. Et ça, c'est quand même catastrophique parce que tu as une vision qui est totalement
faussée à cause de ce mensonge où on pense simplement à la place de la femme qui est considérée, comme on l'a dit, comme un objet, qui est considérée presque comme une esclave, qui est là simplement pour assouvir j'allais dire les désirs, les désirs des hommes, alors que ce n'est pas le cas et que ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu j'allais dire la sexualité dans le cadre de la famille, dans le cadre du couple. Et c'est vraiment un monde irréel. Et le problème, c'est que on a comme le seul contact, ou finalement le contact le plus fréquent avec la sexualité pour beaucoup de jeunes, c'est cela. Ils ont la tendance à transposer cela comme étant la réalité. Et il n'y a pas finalement ce recul de dire mais non, c'est un film. Pour beaucoup, ils pensent à cela. Et même par rapport à la femme, par rapport à la place de la femme, par rapport au corps de la femme, c'est toute une vision qui est faussée, qui est faussée par rapport à cela. Donc c'est vraiment un monde de mensonges, un monde qui n'est pas réel, mais malheureusement un monde qui pour beaucoup est leur seule perception de la réalité. Et comment justement, je m'éloigne un peu de ce qui est marqué, mais Clémentine, comment on peut donner une bonne perception de la sexualité? Justement parce que les jeunes vont plutôt chercher des réponses à travers justement des choses plus faciles à travers Internet. Comment trouver de bonnes réponses par rapport à gérer sa sexualité? Oui, exactement. Je pense que la difficulté ici, c'est que je pense, peut-être je me trompe, mais je pense que la majorité de parents ont vraiment abandonné leur rôle d'éducation à la vie sexuelle. Et je pense que c'est même ce qui a fait que, par exemple, si vous faites attention, vous remarquez que le système éducatif s'est saisi de cette éducation-là. Et maintenant, on enseigne aux enfants la vie sexuelle à l'école. Avant, c'était la sphère de la famille. C'est les parents, ça revient aux parents d'introduire, d'expliquer la sexualité aux enfants, bien sûr, petit à petit, selon leur maturité psychique, parce que selon la maturité psychique, l'enfant peut ne pas être prêt à voir ou à connaître certaines choses, parce que son cerveau n'est pas prêt pour cela. Et donc, on pense que vraiment les images pornographiques viennent faire effraction au psychisme des enfants, et il y en a qui le vivent comme un grand traumatisme. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est que les parents soient sensibilisés. Bien sûr, on dit que certains parents ont du mal à en parler, mais je pense que c'est très important de dépasser les tabous, de dépasser ses limites et d'apprendre à parler petit à petit de la sexualité aux enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent, jusqu'à ce qu'on puisse parler des choses beaucoup plus profondes quand ils sont plus âgés. Je dirais quand ils sont, par exemple, au niveau de la puberté, on peut commencer vraiment à aller dans certaines profondeurs, à expliquer le corps, son fonctionnement et des choses pareilles. Mais aux petits enfants, on peut commencer petit à petit. Il y a des livres qui aident à expliquer. Et donc, je vous ai dit que mon site sera bientôt prêt. Je prépare aussi, je suis en train de préparer des formations pour les parents, pour leur apprendre comment parler de la sexualité aux enfants, parce que moi j'ai fait cette formation donc pour donner des cours d'EVRAS, c'est-à-dire l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et donc je sais comment il faut faire, et je pense que c'est très important pour les parents qui se sentent démunis, qu'ils puissent apprendre pour qu'ils puissent protéger leurs enfants. Sinon, les enfants sont exposés, ça leur fait mal psychiquement, et il faut penser que c'est ça la vie normale, alors que c'est totalement un mensonge. Donc, je fais appel aux parents. Les parents, réveillez-vous. Super. En tout cas, tu nous parlais tout à l'heure finalement que ça jouait un rôle sur le cerveau, et c'est vrai qu'on est dans un monde hyper sexué. S'en sortir est parfois difficile en vue des scènes pornographiques. Ça imprègne, des images qui sont imprégnées parce qu'on y baigne en permanence. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, Clémentine? Tu parles beaucoup, hein, je te fais beaucoup parler. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe au niveau du cerveau? Oui, exactement. On parle il y a beaucoup d'articles scientifiques qui montrent qu'il y a une dépendance à la pornographie. Et vraiment, cette dépendance, elle est au même niveau, vous vous imaginez, que la dépendance produite par la cocaïne.
C'est une étude qui a montré cela. On a montré des images pornographiques aux personnes, même qui n'ont jamais regardé la pornographie. On a fait un groupe donc, de personnes qui regardent la pornographie et un groupe de personnes qui ne regardent pas. Et on a montré des scènes pornographiques et on a regardé l'activation du cerveau. Et puis, on a fait la même chose avec des personnes qui consomment de la cocaïne. On leur a montré des personnes qui consommaient la cocaïne. Exactement les mêmes régions du cerveau se sont activées. Et ils se sont dit, waouh, ça c'est quelque chose. Donc, je vais essayer de répondre le circuit du plaisir, ce qu'on appelle le circuit du plaisir, qui est ce circuit où passe tout ce plaisir exactement que les drogues et même la pornographie produit. Je vous demande de vous accrocher. Voilà. Très simple, essayez de faire simple. Quelques termes techniques. Je vais utiliser quelques termes techniques, mais j'essaierai aussi de les expliquer pour que ça soit accessible. Donc, le circuit du plaisir, c'est une partie dans le cerveau, constituée de tout un schéma dans le cerveau. Il y a ce qu'on appelle donc la voie mésolimbique de la dopamine. C'est la dopamine qui est libérée dans certaines parties du cerveau qui fait qu'il y a le plaisir en fait. C'est ce plaisir qu'on a quand on consomme la drogue, c'est ce plaisir qu'on a quand on regarde la pornographie. Donc, ça commence dans ce qu'on appelle l'aire tegmentaire ventrale et se termine dans le nucleus accumbens, qui est un noyau. Et quand vraiment la dopamine est libérée là-bas, alors c'est le plaisir. Voilà, on est très content. Ce circuit est impliqué dans beaucoup de choses. Vous allez comprendre pourquoi je trouve que c'est important de noter ça. Le circuit est impliqué dans le plaisir, dans ce qu'on appelle le renforcement, c'est-à-dire le fait de répéter les choses pour qu'on les apprenne facilement dans l'apprentissage. Donc aussi, quand on apprend, ce circuit est activé. Dans la recherche de la récompense ou du plaisir. Il est impliqué dans l'impulsivité, quand on a des réponses impulsives. Et alors, tout ça, ça se retrouve dans la dépendance. Donc, cette voie mésolimbique de la dopamine est connectée à 3 autres régions qui agissent et qui expliquent ce qui se passe dans le cerveau de la personne. Et ces régions, donc, c'est l'amygdale. L'amygdale qui est impliquée dans tout ce qui est gestion des émotions positives et négatives, dans la gestion de la peur et de la mémoire émotionnelle. Il y a une partie qu'on appelle l'hippocampe, qui travaille au traitement et à la récupération de la mémoire à long terme. Okay? Et puis, il y a ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le cortex frontal, lui, il intervient dans tout ce qui est coordination et détermine aussi le comportement de la personne. Alors, comme tous ces éléments sont impliqués, alors je vous explique comment ça se passe. Lorsque le système est activé, donc il y a un flot de dopamine qui va dans le noyau accumbens dont j'ai parlé, et puis le plaisir est là, vraiment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme le cerveau a dit, ah, ça m'a procuré du plaisir, il faudrait que je répète ça. Donc, il va demander la répétition, et la répétition de ce qui a fait qu'on a eu le plaisir va amener encore du plaisir, et il va y avoir ce qu'on appelle le renforcement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de neurones qui vont se connecter, parce que plus on fait la même chose, plus les neurones se connectent. Et donc, il y aura de plus en plus de neurones qui vont se connecter. Et alors, ça aide dans ce qui est apprentissage addictif. Quand la dopamine est libérée, qu'est-ce qui va se passer? L'amygdale va être aussi activée. Quand l'amygdale va être activée, elle va donc activer le niveau des émotions. Donc, et la peur, comme elle agit aussi avec la peur et la mémoire de l'émotion. Ça va être lié à ce qui est en train de se passer. Cela va conduire alors au système de stress. C'est-à-dire que le système de stress est activé et le système anti-stress est inhibé. On va ressentir du stress. Et donc, ça va vraiment sensibiliser à la récompense. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une diminution de la sensibilité à la récompense et il faudrait augmenter la consommation pour qu'on arrive au même résultat. Pour avoir le même plaisir, il faudra que la personne consomme plus ou consomme plus souvent. Et c'est ça qu'on appelle la tolérance. Donc, vous voyez, ça amène toujours à consommer. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Après cette répétition, il y a le renforcement du comportement et donc qui amène au plaisir. Et puis,
ce qui va se passer ensuite, alors le cortex préfrontal, bon, c'est juste là, il va être activé. Et quand il va être activé, donc je vous ai parlé, c'est tout ce qui est dans la prise de décision, l'inhibition. Donc, le cortex préfrontal qu'on appelle dorsolatéral, il est responsable des composants clés de la cognition. Donc, la cognition, c'est tout ce qui est perception, attention, mémoire, langage. Et puis, des fonctions exécutives qui sont tout ce qui est mémoire de travail, planification, résolution des conflits. Et donc, ça va être activé. Une autre partie aussi du cortex préfrontal qu'on appelle ventromédial va être activée. Celui-ci est responsable du comportement et de l'inhibition et des réponses émotionnelles. Alors, tout ça va travailler à ce que la personne, vous voyez, le stress, elle ne sait plus inhiber son comportement, elle ne sait plus prendre des bonnes décisions. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le manque. Et quand il y aura le manque, la personne va encore chercher de plus en plus et le schéma va se répéter. Ce qui se passe, c'est que ça vient changer ce qu'on appelle des cartes ou des schémas de la sexualité. Si, par exemple, c'est une personne qui était dans une sexualité, je dirais, classique avec son conjoint ou sa conjointe, elle avait un schéma qu'elle avait développé par son vécu de la sexualité. Quand elle va vivre ça, elle va développer un autre schéma de la sexualité. Et petit à petit, ces nouveaux schémas vont prendre la place et éliminer petit à petit les anciens schémas de la sexualité. C'est comme ça, en fait, qu'on observe les changements des attitudes et des comportements, tout ça. Ça change le schéma et la perception de la sexualité. Voilà ce que je peux en dire de ce circuit du plaisir. En tout cas, c'était complexe, mais... C'est quand même très intéressant. Moi, c'est intéressant, oui. Ouais. C'est vrai que... Vas-y, Tim. Vas-y. C'est vrai que... Non, moi, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a une énorme différence. Non, je veux continuer. Hein. Et je crois que c'est bien démontré dans ce que tu dis. Je crois qu'il y a une énorme différence entre le plaisir et la joie. Mm-hmm. Et que la pornographie peut amener du plaisir, mais qu'elle ne t'amènera jamais de joie, et de joie profonde. Et je crois que c'est assez intéressant parce que je crois réellement, et je crois que c'est bon de le rappeler avant de continuer, la seule joie que tu peux avoir dans ta sexualité ou dans ta vie sexuelle, c'est avec ton conjoint. Parce que ça t'apporte quelque chose de plus que simplement le plaisir que la pornographie peut amener. Mais bon, en tout cas, merci. Moi, c'est passionnant ce que tu racontes, Clémentine. Oui, en fait, si je peux préciser même, c'est qu'on dit, ça devient très mécanique en fait. Tout ce qui est émotion, affection est enlevé. C'est comme on a montré, ça amène les émotions négatives, le stress et tout ça. C'est vraiment mécanique. C'est que mécanique. Et puis, tout ce qui est relationnel, affection, qu'on peut trouver dans le couple, dans la relation sexuelle classique, c'est perdu. C'est pour ça que finalement, on se satisfait plus trop de notre conjoint et qu'on va chercher toujours plus d'implications dans d'autres domaines sexuels. Et c'est pour ça que finalement, on voit des variantes aussi au niveau de la sexualité aujourd'hui, parce qu'on cherche beaucoup plus dans le plaisir, on cherche à trouver des réponses ailleurs que dans ce qu'il faut trouver, quoi. Donc, c'est pas forcément évident. Russie, je veux juste te demander une petite question. Quels sont on a parlé de ce qui se passait au niveau du cerveau. Est-ce que tu peux me dire les conséquences au niveau... qu'est-ce que ça a comme conséquences sur notre vie, sur notre couple? Est-ce que tu peux nous en parler par rapport à cela, s'il te plaît? Ah oui, les conséquences, on l'a dit, c'est dévastateur, c'est clair, c'est grave parce qu'on a été conçu pour avoir une sexualité selon celui qui nous a conçus, selon Dieu, et elle est relationnelle, et ça, c'est détruit par la pornographie, elle est vraiment destructrice. En fait, on a besoin, alors du coup, de retrouver si on a été impacté, j'ai eu besoin de retrouver une vraie sexualité, une bonne sexualité qui est physique, je veux dire, qui n'est pas imaginaire comme la pornographie. Une sexualité qui est relationnelle et pas, c'est pas un objet, c'est une relation que tu as avec ton conjoint. Elle est intime aussi, la bonne sexualité. Elle n'est pas publique.
Et aussi, elle est exclusive. Elle n'est pas ouverte à n'importe qui. Avec une personne, n'est pas plus. Et elle est vraiment réservée au mariage. Et voilà. Et la pornographie, elle vient détruire tout ça. Ok. C'est vrai que en fait, la pornographie provoque des accidents. Et même si c'est moi qui conduis la voiture, j'aime cette image, ma femme peut être blessée. J'aime beaucoup cette image où finalement, il y a des conséquences collatérales. Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être, Clémentine, encore une fois, au niveau du couple, les conséquences? Oui, donc comme je vous ai dit, tout ce que j'amène, j'ai vraiment tiré ça de la littérature scientifique. Oui, il y a vraiment des conséquences au niveau du couple. Donc, la première des choses, c'est qu'il y a une diminution de la satisfaction des relations intimes. Exactement, comme je vous ai dit, le schéma change et on trouve de nouveaux comportements. Et le plaisir qu'on avait avant, ce n'est plus ça. On cherche d'autres types de plaisirs. Alors, on va se désintéresser du conjoint, que ce soit de la femme ou du mari. Et aussi, ça joue sur la diminution de l'attachement émotionnel. Comme j'en ai déjà parlé, on est dans la mécanique. On est dans la mécanique, on cherche ce plaisir. On n'est plus dans tout ce qui est affectif, des moments de qualité passés avec le conjoint, les discussions, la parole. On perd tout ça. On cherche ce qu'on a vu. C'est ça qui va procurer du plaisir. On cherche à faire ce qu'on a vu. Et comme parfois on ne peut pas le faire parce que le conjoint n'est pas d'accord, il y en a peut-être qui acceptent, mais après qui se disent mais ça ne va pas. Il y en a aussi qui n'acceptent pas du tout. Alors voilà, l'attachement émotionnel, elle va vraiment petit à petit disparaître. Et il y a aussi une tendance qui augmente à tolérer des pratiques sexuelles agressives. Voilà, les personnes peuvent devenir agressives même dans leur couple. Parce que, voilà, elles ont vu une agressivité dans un film, qu'elles se disent, ah oui, ça c'est bon pour les femmes, ou peut-être c'est bon pour les hommes. Et voilà, elle va pouvoir essayer de reproduire la même chose, peut-être pour voir ce que ça fait, mais voilà, elle est devenue agressive. Ou même elle se dit, mais c'est bon, je vais le faire, je voudrais, c'est ça qui me procure de la joie. Et donc, ça augmente la promiscuité, ça augmente le viol. Vraiment, on a vu que des personnes qui regardent la pornographie ont plus tendance à commettre des viols. Tout simplement parce que dans leur pensée, ils pensent que les femmes aiment bien ça. Voilà, ça fait du plaisir à ces gens. Et les personnes le veulent alors qu'on ne le veut pas nécessairement. Donc, on ne le veut pas. Et donc, voilà, ça change tout ça et ça augmente l'infidélité. L'infidélité, vraiment, on dit que même on a trouvé ça chez beaucoup de femmes. Les femmes qui regardent la pornographie vont chercher vraiment ailleurs. Même dans la vie réelle, pas seulement au niveau des vidéos, mais dans la pratique, elles vont aller chercher aussi. Et donc, quand une personne a un conjoint qui regarde la pornographie, la personne se sent vraiment trahie. Sa confiance dans son conjoint est brisée, même sa confiance en elle, parce qu'elle se dit, ah, je suis plus séducteur, j'arrive plus, ou séductive, j'arrive plus à séduire mon conjoint. Qu'est-ce que j'ai pas, voilà. Mais on peut pas se comparer exactement. Apparemment, il y a des femmes qui essayent de faire des choses pour arriver à ressembler plus ou moins aux femmes qui sont dans les vidéos pornographiques, mais on ne peut pas y arriver totalement. Si c'est des femmes grandes et que vous êtes petites, qu'est-ce que vous allez faire pour pousser? C'est pas possible. Peut-être vous pouvez perdre du poids ou je sais pas quoi. Mais voilà, il y a vraiment, il y a une souffrance. Et on dit même, il y a un article qui a dit que certaines femmes vivent ça comme un traumatisme. Découvrir que leur conjoint regarde la pornographie, c'est vécu comme un grand traumatisme, qu'il faut aller vraiment faire la thérapie parce que même l'accepter, c'est très difficile. Et donc voilà, et ça amène, comme nous le savons, dans la plupart des cas, aux séparations et au divorce. Et voilà les dégâts au niveau du couple et qui vont aussi toucher les enfants, parce qu'on le sait, le divorce, il blesse aussi les enfants. Il y a Voilà. vraiment des grandes conséquences. Donc, ça veut dire que la personne qui regarde la pornographie, justement, essaie de trouver des solutions réelles avec son conjoint ou sa conjointe. Et finalement, il y a les personnes, enfin, le conjoint ou la conjointe ne satisfait pas.
Et donc, ça va être dans un cercle vicieux. Donc, il va aussi encore plus se plonger dans la pornographie, finalement. Et de cela, eh bien, il y a des tensions qui vont exister. Il y a une séparation qui va exister de plus en plus. Donc, on est dans un cercle vicieux, ce qui n'est pas évident, en fait. On est vraiment dans une addiction qui est là. Timothée, tu peux nous parler un peu de la Bible? Je peux te parler de la Bible. Demandez au pasteur, c'est bien ça. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très important et très important à souligner. Ce que tu regardes a un impact sur toi. Ce que tu regardes forge ce que tu vas croire, forge comment tu vas agir. Et donc, c'est un mensonge de dire, mais moi, je regarde de la pornographie et ça ne me fait rien. Je suis capable de faire la différence. Ça, c'est pas vrai. Et donc, ce que tu regardes, c'est quelque chose que tu amènes dans ta relation quand tu es marié. C'est pour ça, je pense que quelque part, l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, dans Hébreux au chapitre 13, il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et je crois qu'il y a cela qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a cette tendance à ramener ce que l'on regarde dans notre relation. Et ça fausse tout. Parce que on ne peut pas comparer quelque chose qui est irréel, qui est virtuel, à quelque chose qui est relationnel. Et c'est pour ça que évidemment, on vous met en garde, parce que ça peut fausser toute votre relation et toute votre manière de voir les choses et de vivre votre sexualité. Même si vous n'en êtes pas conscient, cela a un impact sur vous, non seulement sur vous, sur votre sexualité, mais aussi sur l'image que vous renvoyez et comment vous pouvez vous faire sentir votre femme à ce niveau-là. Ok, ça va, super. Je peux même rebondir sur ça. En fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, la personne qui pense que ça lui fait rien, elle se trompe. Chaque expérience qu'on vit nous transforme. Aussi minime qu'elle peut être, elle nous transforme. Et donc, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça vient changer notre perception. On ne se rend pas compte que ça change, mais petit à petit, ça change. Et donc, voilà, c'est vraiment important de le savoir, que ça transforme. Ça va petit à petit, mais ça transforme. Donc, oui, c'est vrai que ça se passe au niveau du cerveau, donc c'est compliqué de dire, moi, je sais gérer, parce que tout est dans le cerveau, quoi. Alors, justement, comment faire? Comment faire face à cela? Russie, comment on peut faire pour y arriver? Eh bien, alors ça commence par vouloir changer. Et après avoir entendu tout ça, si vous n'avez aucun désir de changer, vous êtes concerné par cela, alors on arrête cette FAQ, on rentre à la maison. Je ne sais pas comment c'est possible, mais vraiment, quand on voit les conséquences, il faut y avoir un désir, un réel désir de changer, vraiment, vraiment le vouloir. Et pour donner un exemple, j'ai un ami qui, lorsqu'il se battait contre cela, il a remarqué que c'est sur son GSM qu'il regardait le plus souvent. Il a pris un téléphone qui ne peut pas se connecter sur Internet, un portable, un vieux portable. Et pour les jeunes qui nous regardent, peut-être vous allez me dire que c'est un sacrifice même impossible. Mais voilà, ça montre vraiment il voulait vraiment changer. Et franchement, ça commence par là. Ok. Timothée, ensuite. Voilà. Ce que je peux dire. Timothée, alors pour toi, vous m'entendez, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai des problèmes de connexion ici. Est-ce que Timothée, tu peux nous dire la suite? Sébastien, je pense un petit peu bloqué, mais on va enchaîner. Seb, on t'a perdu pendant un petit moment. D'accord, ça va. Je crois que c'est important aussi dans ce domaine-là d'avoir une position juste et une position pleine de grâce. Le pire, ça serait de rentrer dans un schéma de honte et que carrément disparu. Donc, que la honte puisse nous éloigner de Dieu, alors que dans Jean 6, au verset 37, il est dit, mais
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ce que j'aimerais vous encourager, c'est que ne pas vivre ça comme un moment de honte, mais le premier pas, c'est de venir à Dieu et de dire, mais voilà, j'ai péché. Et d'avoir cette réalité de la repentance et d'être conscient de son péché, mais aussi cette réalité de la grâce. Et la grâce est multiple. Et la grâce se renouvelle chaque jour, j'allais dire. Et si vous avez un problème avec ça, ce n'est pas parce que vous chutez et que vous rechutez encore que Dieu ne vous accueille pas non plus dans votre présence. Après, évidemment, il y a tout un travail à faire. Et ça, on n'est pas en train de le nier. Mais Dieu ne va pas mettre dehors celui qui vient à lui. Et il ne le fera jamais. En plus, que vous veniez à Dieu ou que vous ne veniez pas à Dieu, Dieu voit tout ce que vous faites. Et c'est important aussi de le rappeler, c'est important de le souligner. Alors, s'il voit tout ce que vous faites, il n'y a rien de caché, alors autant venir à lui. Parce que c'est en venant à lui que vous êtes libéré, que vous êtes finalement rétabli. Et c'est ça qui est rassurant. Je crois que c'est important de le dire. Venez, Dieu est un Dieu de grâce, vraiment. Ne tombez pas dans cette spirale de la honte. Il y a tellement de personnes qui s'éloignent de Dieu à cause de ce problème de pornographie qui est aussi fréquent dans l'Église, alors que Dieu, justement, nous invite à venir à lui, parce que c'est en venant à lui que les problèmes commencent à être réglés. Ce n'est pas l'unique chose à faire, mais c'est par là que ça commence. C'est en venant vers le Seigneur. Et Russie, la suite, je ne sais pas si vous m'entendez bien maintenant, ça va? Oui. Désolé, un problème de connexion ici. Russie, ensuite. Pas de problème. Mais effectivement, c'est vraiment, quand on est chrétien, ça, c'est notre identité. Et parfois, lorsqu'on regarde la pornographie, on se sent sali, on se sent dégueulasse et peut-être même avec l'addiction et la répétition, on peut se dire, moi je suis juste un sale, et on trouve notre identité là-dedans. Mais notre identité n'est pas là, elle est en Christ. Et donc, pour s'en sortir, on a besoin de forger notre identité en Jésus. On n'est pas un sale, on est un chrétien, lavé par le sang de Jésus. Et on est avec lui. On a besoin d'être enraciné en lui. Certainement, ça passe par là. On n'est pas seul. On est avec Dieu. Dieu est là avec nous. Donc, oui, c'est important de souligner. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas seul. Déjà, Dieu est là. Mais c'est pas tout de suite. C'est pas encore la seule chose, parce que Dieu nous a mis aussi des personnes autour de nous. Timothée, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Je crois que c'est important de ne pas tomber, comme je disais, dans une spirale de solitude, mais de pouvoir quelque part de pouvoir en parler. On n'a pas été créé pour vivre seul. Et je crois même que c'est important de pouvoir vivre ce combat ou cette addiction en couple. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin redevabilité qui est là. Et ce n'est pas un combat que l'on vit seul quand on est marié, quand on est en couple avec son conjoint, mais c'est un combat qui doit se vivre à deux. Ce n'est pas l'un contre l'autre, malgré les blessures, malgré les combats, mais c'est à deux que ça doit être vécu ensemble. Peut-être que Clémentine, tu peux nous en parler peut-être au niveau du couple, mais peut-être que d'une manière générale, comment être accompagné dans ce problème d'addiction. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, en fait, je pense que c'est important de faire un travail vraiment sur soi. La personne qui est tombée là-dedans, il y a des raisons qui ont fait que c'est arrivé. Il y en a qui sont introduits à ça quand ils sont jeunes. Voilà, on dit c'est pour découvrir la sexualité. C'est comme par curiosité. Il y en a vraiment qui vont par curiosité, mais il y en a aussi d'autres qui commencent à regarder parce qu'ils passent par des moments difficiles. C'est comme s'il y a une souffrance qui a amené à.
à avoir ce comportement-là. Et donc, si la personne a commencé parce qu'il y a une souffrance qui a amené à avoir ce comportement, c'est important que cette souffrance soit travaillée. Si elle n'est pas travaillée, elle est toujours là. Donc, c'est important de faire soit une thérapie. Pour moi, je pense vraiment une thérapie de couple, mais qui va absolument avec une thérapie individuelle, parce que ça existe. Comme ça, la personne va travailler ses propres problèmes, elle peut travailler ses perceptions, elle peut travailler ses attitudes au niveau individuel pour travailler les perceptions, les schémas, la souffrance qui est derrière. Et aussi, dans le couple, on peut travailler les difficultés que ça amène au niveau du couple. Et comme ça, il peut y avoir une mise à mot de ce qui se passe, essayer de se soutenir mutuellement. C'est très important, même pour les personnes qui ne sont pas en couple, ils peuvent dire, et moi, qu'est-ce que je fais? Donc, vous pouvez faire aussi une thérapie individuelle, c'est important. Mais ce que vraiment Timothée vient de dire est très important, et on le voit ça aussi dans les articles scientifiques, c'est que parfois, c'est important d'avoir une personne à qui on rend compte de comment ça évolue, de comment ça se passe. Une personne qui est là, qui ne vous juge pas, mais qui vous soutient. Aussi une personne qui peut venir vous dire, et comment ça va? Comment ça évolue? Comment ça se passe? Et que vraiment on soit sincère avec. C'est comme une personne qui va vous accompagner, vous soutenir là-dedans, mais aussi le travail thérapeutique au niveau psychologique. Moi, je pense qu'il est important pour aller travailler toutes ces émotions, toutes ces difficultés qui peuvent être à la base de ce qu'on a vécu, du fait qu'on est tombé là-dedans. Donc, voilà. Oui, je pense que si je peux rebondir là-dessus, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est sorti d'une dépendance de la pornographie tout seul. Et je pense que Dieu est capable de faire cela. Mais Dieu voudrait créer la communauté autour de nous et ça crée la communauté. Quand on a quelqu'un à qui on est redevable, quelqu'un avec qui on peut travailler, quelqu'un on peut appeler à n'importe quel moment pour prier pour nous, quelqu'un que l'on autorise à venir nous demander comment ça va et envers qui on va être honnête dans la discrétion totale. Ça aide et ça crée vraiment une communauté. Je pense que Dieu est tout puissant, donc il pourrait, en un claquement de doigts, tout arrêter, hein, bien sûr, nous guérir complètement de l'addiction. Mais je pense Dieu voudrait faire plus que cela. Voilà. Et c'est sûr que la thérapie est quand même la base de la guérison par rapport à ça. On a besoin d'aide. Est-ce que tu peux nous donner d'autres conseils encore, Timothée? C'est un combat et tout combat demande un investissement, demande de faire des choix. Alors évidemment, comme on l'a dit, trouver quelqu'un qui est redevable, c'est pas toujours facile de devoir rendre des comptes à quelqu'un. C'est pas toujours facile de dire j'ai chuté ou je n'ai pas une image de perfection, mais c'est par là aussi que ça passe. Après, des petites choses un peu pratiques. Si vous allez sur le site Top Chrétien, par exemple, il y a une formation gratuite par rapport à la pornographie et comment vivre une libération par rapport à cela. Il y a des applications qui sont faites sur votre téléphone ou sur vos navigateurs Internet qui empêchent d'aller sur des sites à contenu pornographique. Donc, c'est aussi intéressant. Et si vous savez que c'est un combat chez vous, n'hésitez pas à le faire. Il n'y a aucune honte à mettre un filtre sur son téléphone. Au contraire, c'est une manière de vous protéger. Donc, c'est des petites choses très, très, très pratiques, mais qui peuvent être mises en place et qui demandent une décision de votre part. Et oui, parfois c'est pas facile, c'est douloureux, mais en tout cas, c'est par là aussi que ça commence, par des petites décisions pratiques sur comment gérer son téléphone, comment gérer son navigateur Internet. C'est simple, mais quand on voit qu'un quart du contenu des vidéos qui sont regardées, c'est du contenu pornographique, alors c'est peut-être parfois nécessaire de le faire si vous savez que vous avez tendance ou vous avez une faiblesse par rapport à cela. Et même, j'ai entendu quelqu'un qui me parlait de cela, il a donné un bon filon, un bon truc. Il a dit, chaque fois que je suis tombé,
en fait, là-dedans, un chrétien qui se battait avec cela, il m'a dit, en fait, je me suis assis après et j'ai écrit comment je me suis senti avant de tomber. Et donc, par exemple, c'était juste, je m'ennuyais ou bien j'étais un peu déprimé ou je me sentais seul. Et alors, après, il a pu voir vraiment une manière répétitive de comment ça se passait. Et alors, après, bah, il savait, OK, d'accord. Donc, si je me sens seul, signal d'alarme, danger, danger, OK, j'appelle quelqu'un, je vais faire quelque chose, je vais aller courir avec un copain, etc. Quelque chose de tout à fait pratique qui peut vraiment aider. Hmm. En tout cas, le mieux, c'est quand même d'être accompagné par quelqu'un de proche de vous, de confiance, peut-être un responsable. Mais il faut savoir aussi qu'il y a peut-être des responsables qui nous suivent aussi, qui sont aussi liés à la pornographie. Et justement, c'est encore plus dur de se confier à quelqu'un, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire si tu veux vraiment te libérer de cela. Tu as besoin de cette thérapie, d'être aidé. Clémentine, est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner? Oui, je pense en fait que une des choses que je trouve très importante, c'est la prévention. La réalité, c'est que les personnes sont confrontées à la pornographie très très jeunes. Et donc, j'appelle aussi encore les parents à la vigilance et au suivi des enfants. C'est important de, bien sûr, donner une éducation et que ça ne soit pas un sujet tabou. La sexualité ne doit pas être un sujet tabou. Mais c'est important aussi de développer une sorte de, je dirais, de communication, de proximité aussi avec les enfants, même avec les jeunes. On sait bien que les adolescents, en général, ils s'éloignent des parents, ils ne veulent pas. Mais quand on a développé cette communication déjà très jeune, on peut petit à petit parler et être très proche, essayer de comprendre. Et si le parent a déjà pris les devants pour parler, pour éduquer, peut-être que s'il y a des questions, l'enfant pourra dire « Ah, j'ai entendu cela ou j'ai vu cela ». Qu'est-ce que tu en penses? Il y a même une maman qui me disait son fils de 7 ans avait entendu des choses à l'école et est venu lui dire, mais maman, il y a des grands de 6e, je ne sais pas, qui disent ceci ou ceci. Et donc, ça a amené une communication et c'était un problème d'ordre sexuel. Et donc, c'est très important pour les parents d'être très vigilants. Ça, c'est pour la prévention. Aussi, les personnes qui n'ont jamais été confrontées à ça, je les encouragerais à ne pas commencer. Parce que une fois commencé, on est sur une pente glissante et parfois c'est difficile de se relever. Donc, curiosité ou pas, n'allez pas regarder. Donc, c'est pas intéressant et vous savez pas jusqu'où ça peut vous amener. Pour les personnes qui sont déjà dedans, donc voilà, on a parlé de la thérapie, on a parlé de trouver des personnes de confiance, on peut aller voir un pasteur ou même un ami proche ou un thérapeute. En tout cas, c'est important de sortir de la solitude. Parce qu'en général, les personnes le vivent seules, vivent cette honte seule, cette culpabilité seule. Ah, si je le dis, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qui va se passer? L'important, je pense, c'est vraiment de savoir que je vais en sortir et je peux le faire. En plus, ça ne qu'on n'est pas les seuls. En général, on pense que je suis le seul qui vit ça. Mais non, il y en a beaucoup. Et je pense que des initiatives comme ce que vous avez fait, comme ce qu'on est en train de faire exactement aujourd'hui, c'est très important parce que ça informe. Est-ce qu'il ne pourrait même pas y avoir dans les églises ou même des familles amies des moments de partage, de vraiment essayer d'être innovant dans qu'est-ce qu'on peut proposer pour la communauté aussi. Des moments de discussion pour les jeunes, je ne sais pas, pour des couples, vraiment, des moments de vérité. Bien sûr, on n'est pas obligé de dire je vis cela, mais au moins, ça amène un dialogue sur ce qui se passe, ça permet de mettre des mots et ça peut enclencher le processus de travail et de sortir de cet isolement. Merci Clémentine. Donc, en tout cas, il faut prendre conscience que cette addiction ne disparaîtra pas en une semaine ou même en un mois. Je pense que ça va prendre du temps aussi. Il y aura un combat qui va être là. Mais c'est sûr que si tu as cette volonté, déjà, on l'a dit, que Dieu est là, Dieu est présent, mais n'hésite pas aussi de trouver un responsable, quelqu'un de confiance, une thérapie pour t'aider à aller plus loin. Peut-être éviter de vous retrouver aussi dans des lieux, devant des images, détourner votre regard par rapport à ce que vous voyez à la télé.
ou par rapport aux séries, c'est très important de faire ce réflexe-là. C'est ce que je fais avec ma femme aussi. Très vite, on clique, on passe vite fait dès qu'on a des scènes qui commencent à arriver. Et puis, comme on a dit aussi, mais peut-être mettre des protections sur votre téléphone, sur votre ordinateur, peut-être mettre votre appareil en vue de tous. Votre ordinateur doit être visible. Peut-être on peut voir on peut voir l'écran là où on est. Ou voilà, peut-être laisser votre téléphone à un endroit particulier pour éviter d'y aller lorsque vous êtes seul. Voilà, c'est aussi pas mal de conseils, mais c'est vraiment une addiction. Vous devez réaliser que c'est une addiction et que, comme disait Russie tout à l'heure, c'est très compliqué de s'en sortir seul et tu as besoin d'aide, ça c'est sûr. Timothée, je voudrais bien que tu termines par la prière, mais avant cela, si tu as un petit mot de conclusion, je vais te laisser terminer et puis terminer par la prière par la suite. Le micro. Le micro, Tim. Même après plusieurs mois de Zoom, on oublie toujours de remettre les micros. Non, je crois que le principal a été dit. Mais ne restez pas dans la honte, vraiment. C'est pas. Si vous voulez vous en sortir, venez, faites quelque chose. Ne restez pas inactif, ça ne va pas se régler comme ça tout seul, mais faites quelque chose. Et vous pouvez être surpris de ce que Dieu va faire dans votre vie en utilisant quelqu'un d'autre, en mettant en place des choses. Mais il y a de l'espoir, il y a une espérance. Et c'est ça que je voulais vous laisser pour conclure. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons vécu ensemble. Merci parce que tu nous appelles aussi, Seigneur, à ne pas tomber dans une forme de tabou, une forme de honte de parler de tels sujets, mais tu nous appelles aussi, Seigneur, à les confronter, à les regarder en face, parce que c'est quelque chose qui est réel dans la vie, Seigneur, de certains de nos frères ou même de nos sœurs. Seigneur, je te prie que ta grâce encore fasse une œuvre dans chacune des vies. Seigneur, que tous ceux qui nous ont écoutés, pour qui c'est un problème, Seigneur, puissent se tourner vers toi et prendre des décisions qui vont impacter leur vie, des décisions qui vont mener, qui vont déclencher quelque chose dans leur vie. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Clémentine déjà pour ton intervention. Ce fut toujours un plaisir. C'est chouette de pouvoir échanger avec toi. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Merci Russie, merci Timothée et bonne soirée à tous. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt.